Alors, au programme, donc effectivement, vous voyez normalement que l'enregistrement a bien démarré. Juste pour précision par rapport à cela, par rapport à l'enregistrement, à la fin, pendant le temps d'échange et questions-réponses, je vous inviterai à activer vos caméras lorsque vous prendrez la parole. C'est quand même plus sympa pour pouvoir échanger et mettre un visage sur vos noms. Et de fait, voilà, la participation à ce webinaire engendre une autorisation de votre part de diffusion de droit à l'image. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler lorsque vous prendrez la parole. Pourquoi vous n'activez pas votre caméra? Je vous remercie par avance. Alors, au programme de ce webinaire, on aura un temps donc, descendant de présentation de l'outil qui durera 45 minutes et qui sera suivi d'un temps d'échange de 20 minutes environ. Donc, Madame Gardin va vous présenter en quelques points essentiels pourquoi c'est important de tenir compte de la qualité de l'air au sein des établissements recevant le public, quelles sont les sources de pollution dans les établissements qui accueillent des enfants, comment on peut réduire l'exposition à la pollution en air intérieur, quels sont les leviers d'action, et donc une présentation de l'outil DIAG-QAI avec une prise en main, un accompagnement à la prise en main de l'outil, donc comme réponse à la réglementation qui s'applique dans les ERP recevant du public donc vulnérable. Et je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Garbin, pour la suite de la présentation. Bonjour à tous. Donc, on tient déjà à vous remercier de votre présence. Donc, aujourd'hui, nous sommes plusieurs, donc différents organismes à être rassemblés aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui la région Guadeloupe qui est actuellement présente, l'ARS, donc voilà, l'ARS, NAPMO Guyane également, et plus tard seront rejoints par les collectivités. Donc, l'objet de ce webinaire est de vous présenter un outil qui vous permettra de répondre aux problématiques liées à l'air intérieur et réaliser tout simplement vos diagnostics in situ. Et c'est un outil qui a été développé donc, au sein du réseau des observatoires de surveillance de la qualité de l'air par nos collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un projet qui a été financé par le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cet outil, donc DIAG-QAI, a été déployé dans le cadre du plan régional santé-environnement 4 Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cet outil, il est gratuit. Il est gratuit dès lors que son utilisation est faite au sein des établissements recevant du public, qu'il n'y ait pas de démarche commerciale qui en soit faite. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va partir des différentes thématiques. Donc, déjà, on va commencer par le prérequis qui est de faire la distinction entre les émissions, les concentrations et ensuite l'exposition qui nous amènera à la réglementation. Donc, dans un premier temps, il est important de faire cette distinction. Pourquoi? Parce qu'en fait, les émissions, c'est toute la pollution qui est émise au niveau des différentes sources qui peuvent être d'origine anthropique, donc liées à nos activités tout simplement, donc dans le cadre de construction, des matériaux qu'on peut utiliser, mais également dans le cadre de produits d'entretien qu'on peut utiliser au sein des établissements où les enfants sont exposés. Mais aussi, on a aussi les différentes sources naturelles, qu'on connaît bien aussi sur nos territoires, comme les bombes de poussière désertiques. Voilà, donc ces émissions, elles sont quantifiées en masse ou en tonnes. Et ces émissions, une fois influencées par différents facteurs comme l'aération, la concentration et la ventilation, elles sont considérées, évaluées en termes de concentration. Et c'est là que l'Observatoire de sciences de la qualité de l'air Guader intervient pour évaluer, informer au quotidien, mais également en air intérieur pour vous aider à évaluer cette exposition qui est beaucoup plus importante pour les personnes dites vulnérables, donc les enfants, les personnes âgées. Voilà. Donc, pourquoi il est important d'améliorer la qualité de l'air au sein d'établissements qui reçoivent du public?
Ça, la démarche, la première question à laquelle il faut répondre, tout simplement parce qu'on passe plus de 80% dans des espaces clos et semi-clos. Et pour les enfants, l'école, les crèches sont les lieux de vie les plus fréquentés après les logements. Donc, un enfant, en moyenne, respire un peu plus de 15 000 litres d'air par jour. Donc, pour pouvoir vous représenter ce volume, vous verrez là un petit ballon qui représente le volume quotidien qui est respiré. Donc, la surface d'échange au niveau des bronches est estimée à environ un demi-terrain de tennis. Donc, en gros, si vous voulez, tout ce qu'on respire va traverser, en fonction de la taille des particules, la taille du polluant, c'est cette barrière et se retrouver dans le sang et impacter ensuite la santé. Donc, les impacts sanitaires sont d'origine diverse et dépendent de la nature des polluants. Donc, ces polluants peuvent être d'origine physique. Donc, on connaît les particules fines. Donc, là, on a vraiment quelque chose de cérébrale et palpable. Quand on a les particules qui sont, on va dire, visibles et fines. Pourquoi fines? Parce qu'elles sont inférieures à 10 micromètres et donc peuvent traverser la barrière bronchique. Les polluants biologiques, donc en Guadeloupe, nous sommes vraiment impactés par tout ce qui est humidité, donc source de développement de moisissures, de bactéries, d'allergènes qui vont impacter la santé des enfants. Et chimiques, donc ce sont les gaz qu'on connaît, qu'on verra plus tard, qui sont émis par des différentes sources qu'on peut réduire. Donc, les concentrations de ces polluants qui sont de fait plus élevées en air intérieur, puisque du coup, c'est un volume qui est plus réduit, elle joue aussi sur l'impact sanitaire. Donc, il y a différentes façons de réduire les concentrations que nous pourrons voir. Et le DIAC-QAI, justement, aide à identifier les leviers d'action pour réduire ces concentrations. La durée d'exposition, qui peut être chronique ou aiguë, influe sur l'effet qu'on peut avoir sur la santé. Et bien sûr, la sensibilité dépend aussi du type de population qui est exposée, donc les populations vulnérables, les personnes âgées et donc les enfants. Donc, il est important de se soucier de la qualité de l'air qu'on respire d'un point de vue sanitaire, mais également aussi, c'est un coût. Cette qualité de l'air intérieur, cette pollution de l'air intérieur, elle a un coût. Elle a été évaluée en 2014 par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, ancien Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui est actuellement devenu l'Observatoire des environnements intérieurs. Et donc, ce coût a été évalué à 19 milliards d'euros par an, 19 milliards d'euros par an comme un coût humain et financier. Donc, il y a eu des campagnes d'estimation, des campagnes qui ont été menées entre 2013 et 2017 au niveau national par cet observatoire qui a concerné 300 écoles à peu près, donc 600 classes et 31 départements. Et cette étude a quand même permis de montrer que majoritairement, on avait des composés particulaires et des composés organiques volatiles qui étaient majoritaires avec un confinement important qu'on pouvait réduire par nos différentes actions. Donc, maintenant qu'on connaît l'importance de la qualité de l'air intérieur sur la santé, il faut pouvoir identifier ces sources au sein des établissements qui accueillent le public vulnérable, les enfants. Donc, on arrive à la deuxième partie. Et donc, déjà, on peut identifier les matériaux de construction. Donc, pourquoi les matériaux de construction? On identifie les cols, les peintures, les panneaux de bois agglomérés qui, une fois utilisés, peuvent relarguer différents polluants, donc on verra ultérieurement, qui impactent la qualité de l'air intérieur auquel est exposé ces différents enfants. Mais il n'y a pas que ces matériaux de construction. Dans la vie quotidienne du bâtiment, on a un entretien qui englobe différents produits d'entretien. Et le choix de ces produits, on le verra ultérieurement, est important
pour éviter, limiter les sources d'émissions au sein de ces établissements. Il faut aussi prendre en considération, peut-être négliger, les produits d'hygiène corporelle qui peuvent être utilisés pour les crèches, pardon. Donc les produits de lavage de mains pour les adultes ou pour les enfants, le- les, les produits, euh, les produits d'entretien, tout simplement, les produits de siège, les odorisants, les sprays qu'on peut utiliser pour masquer certaines odeurs, voilà, peuvent être utilisés et induire une nouvelle source de pollution. On a aussi, au sein de ces établissements qui reçoivent des enfants, les loisirs créatifs. Donc, quand on est sur une création, on a souvent l'habitude d'utiliser certains produits, donc les feutres, les cols, les peintures, qui, mal choisis, peuvent augmenter à nouveau ces sources de pollution. Nous avons aussi le mobilier. Donc, c'est important d'en parler parce que ce mobilier peut être choisi, mais peut être choisi de manière à limiter le relargage, donc des composés organiques volatiles. Certaines étiquettes, certains labels permettent d'identifier les mobiliers les moins émissifs, donc qu'on a pu voir à l'instar de ce qu'on voit pour les produits électroménagers. Donc, il y a une gamme A+, qui permettent justement de sélectionner ce mobilier, mais il est aussi important de pouvoir mettre ce mobilier à dégazer avant l'introduction dans l'espace où les enfants sont amenés à évoluer. Nous avons également ce qu'on connaît bien, l'entretien des climatisations et des produits du matériel de cuisson. Un climatiseur qui est mal entretenu, qui aura tendance à développer des moisissures, être le lieu de regroupement de bactéries, deviendra un diffuseur de bactéries, de moisissures et sera sûrement responsable de maladies respiratoires. Il y a aussi l'environnement extérieur, donc non négligeable. C'est-à-dire qu'un établissement positionné à côté d'un axe routier pourra, par des transferts, être exposé à d'autres types de pollution, malgré le fait que ces pollutions n'aient pas été émises au sein de l'établissement qui reçoit le public vulnérable. Donc, ces transferts de l'air extérieur vers l'air intérieur ne sont pas négligeables. Donc, on a quand même 86% du benzène qui est émis par le trafic routier, par exemple, qui peut pénétrer dans ces espaces. On a le dioxyde d'azote ainsi que l'ozone pour le trafic routier, par exemple. Et les particules fines, donc qu'on connaît très bien ici sous nos latitudes, pénètrent aussi. Donc, même si, alors, on a tendance parfois à se calfeutrer, même si ces particules sont présentes, par exemple, en épisode de pollution, on recommande quand même d'aérer, alors, au moment très tôt le matin ou en fin de journée, mais de préférence très tôt le matin, pour assurer ce renouvellement de l'air. Donc oui, donc là, c'est plutôt les différentes sources de pollution. On a une source aussi de pollution qui n'est pas forcément évoquée, c'est la radioactivité. La radioactivité, le radon plus précisément, qui est un gaz radioactif et qui a un effet sur la santé qui est responsable de différents cancers. On les retrouve sur différents sols volcaniques et granitiques, de granitique. Toutefois, en Guadeloupe, nous sommes plutôt un potentiel de catégorie 1. Ce potentiel est identifié par l'ASN et l'IRSN. Et en fonction de ce potentiel, on sait il est possible de mettre en œuvre différentes actions. Le radon, pourquoi le radon? Parce que du coup, c'est un polluant qui tue. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac, avant l'amiante, avec une demi-vie de 4 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 4 jours, on a une diminution, une destruction du radon de moitié. Alors, en air extérieur, ça ne pose pas problème, parce que du coup, on a un renouvellement de l'air qui est important, mais en air intérieur, ça peut poser problème. Donc, nous, sur nos latitudes, nous sommes moins concernés, c'est-à-dire qu'avec un potentiel radon de 1, de catégorie 1,
aucune mesure n'est obligatoire. Toutefois, si on le souhaite, elles peuvent être faites par un organisme accrédité. Donc, il s'agit de dosimètres qui doivent être positionnés pendant 2 mois pour pouvoir faire cette mesure. Mais aucune obligation aucune obligation pour notre territoire dans la mesure où nous sommes en situation 1. Donc, pour faire un récapitulatif de ces sources de pollution et du type de polluants qui sont concernés, donc là, je vous ai un peu listé les grandes familles de polluants. Donc, on constatera que les fibres et les particules concernent essentiellement les matériaux de construction. Donc, il faudra apporter une attention particulière dans les projets de rénovation des établissements ou de construction. Dans le choix également des loisirs, de loisirs créatifs, mais également au niveau de la climatisation, de l'entretien qu'on fait. Le positionnement d'un nouveau projet également de construction est également important pour pouvoir limiter les transferts de l'air extérieur vers l'air intérieur. La biocontamination, donc tout ce qui regroupe les allergènes liés aux moisissures, les bactéries, les acariens, concerne également les matériaux de construction, la climatisation, mais également aussi, alors j'ai peut-être pas mis, mais tout ce qui est matériel de jeu également, qui peuvent induire une accumulation de poussière. Alors le radon, comme on l'a vu, ce n'est pas un polluant qui nous concerne directement, dans la mesure où nous sommes en catégorie 1. Par contre, il faudra qu'on apporte il est nécessaire d'apporter une attention particulière concernant les composés organiques volatiles, les aldéhydes, le benzène. Alors, il faut savoir que l'aldéhyde et le formaldéhyde et l'embenzène sont réglementés. Ils doivent être mesurés et on verra dans quel cas ils doivent être mesurés en fonction de l'avis de l'établissement. Et donc, maintenant qu'on connaît ces différentes sources de pollution et différents types de polluants qu'elles induisent, on peut voir quels bons gestes on peut mettre en place pour pouvoir atténuer, réduire l'exposition. Donc, c'est une maison on est plutôt, enfin, une maison, mais on retrouve plus ou moins le même type de polluants dans les établissements. Alors, ce webinaire aura pour objectif de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec l'outil DIAC-QAI, c'est-à-dire que les bons gestes et les actions qui peuvent être amenées pour réduire l'exposition à ces concentrations de polluants seront listées en fonction des réponses et des différentes informations que vous aurez remplies pour pouvoir justement lister ces différents bons gestes qui seront spécifiques à votre établissement. Donc, on a vu l'humidité qu'on peut retrouver dans les espaces humides, donc dans l'espace humide, tout simplement, le mobilier, le produit d'entretien, voilà, on a pu voir le bricolage, donc loisirs créatif. Donc, en termes de bons gestes, on peut voir tout simplement un geste très simple qui ne coûte rien et qui est très facile à mettre en œuvre, c'est l'aération. Alors, l'aération ne nécessite pas d'investissement, tout simplement, et donc est nécessaire minimum 2 fois par jour, 2 fois 10 minutes par jour, donc comme je disais, le matin et en fin de journée. La ventilation, elle permet de renouveler en continu l'air et d'adapter le renouvellement en fonction du besoin. Donc, elle permet d'assurer donc l'arrivée d'air neuf ou l'extraction d'air vicié ou tout simplement les deux. On peut aussi avoir une ventilation qui refroidit. Donc, voilà, il existe différents types de ventilation qui permettent de maintenir une bonne qualité de l'air et réduire donc les concentrations des polluants et limiter les développements de bactéries et de champignons, notamment. Donc, de ces bons gestes, on arrive à la réglementation. La réglementation, actuellement, demande une évaluation des moyens d'aération et une mesure en lecture directe du CO2 tous les ans. Donc, cette mesure en lecture directe doit être réalisée
une fois par an pendant 2 heures dans chaque pièce où les usagers sont présents. Les personnes qui sont mobilisées pour pouvoir mettre en œuvre cette action sont les équipes de gestion, les services techniques, le personnel d'entretien, les responsables d'activité, les personnels occupants ou d'autres prestataires externes. Donc, en complément de ces actions, il doit être aussi être réalisé, alors du coup, tous les 4 ans, un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur qui permettra de définir un plan d'action. Ce plan d'action doit être mis en œuvre petit à petit de manière à réduire les sources d'émissions et ensuite donc les concentrations. Et donc tous les ans, on a un suivi de ce plan qui permet juste de manière évolutive de mettre en application les actions qui auront été identifiées. En fonction de la vie de l'établissement, donc à chaque étape clé du bâtiment, il sera nécessaire de mettre en place des campagnes de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on entend par étape clé? Donc, il s'agit en fait de tout ce qu'on appelle gros travaux. Donc, les gros travaux, c'est tout ce qui est livraison de bâtiments, extension bâtiments existants, rénovation, de lourdes rénovations. Voilà, donc dans ce cas-là, on sera obligé de mettre en place certaines mesures complètes ou partielles en fonction du type de travaux. Pour les petits et moyens travaux, donc ce qu'on entend par moyens travaux, donc c'est tout ce qui est ajout ou suppression de systèmes de ventilation, le changement de fenêtre, le changement de revêtement de sol, de travaux sur les parois intérieures. Donc si on a besoin de remettre un coup de peinture, par exemple, on rentre dans ce cadre-là. Le changement de faux plafond, par exemple. Et pour les actions sur les locaux, donc la disposition de la pièce, le changement pérenne de l'effectif. Donc, si on a par exemple un regroupement de salles, un regroupement de classes, par exemple, on aura peut-être une augmentation de l'effectif. Donc, on sera amené à faire des mesures de CO2, cette fois-ci, pas uniquement 2 heures, mais en continu sur plusieurs semaines dans l'année. Et donc, on arrive au délai de mise en place de cette réglementation qui concerne les établissements d'accueil des jeunes enfants, établissements d'enseignement et d'accueil de loisirs euh, instaurent un autodiagnostic QAI, un plan d'action qui doivent être mis en place au plus tard au 31/12/2026. Pour les bilans d'aération, donc c'est à la fin de cette année. Et pour les mesures étapes clés, donc ce serait dès maintenant jusqu'à 2028. Pour les autres types d'établissements qui ne faisaient pas partie de la réglementation qui a été mise à jour en décembre 2022, donc on parle des structures sociales et médico-sociales, donc les EHPAD également, l'établissement pénitentiaire recevant des mineurs, on a une mise en place de cet autodiagnostic QAI et le plan d'action au 31/12/2028 et du bilan d'aération au 31/12/2026. Et donc, en fonction de la vie des établissements, on aura également des mesures de formaldéhyde à mettre en place pour pouvoir évaluer donc l'impact des concentrations en formaldéhyde et en benzène. Voilà. Donc, après cette présentation de la réglementation, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil DIAC-QAI qui, des bons gestes, permettent de répondre à la réglementation, donc tout ce qui est audit, bilan d'aération, autodiagnostic QAI et plan d'action. Donc voilà. Le DIAC QAI, alors on va passer en démonstration, mais avant, juste pour vous dire, accessible depuis le téléphone, donc c'est un service qui principalement dédié et ciblé pour les collectivités, mais pas que. Pour les particuliers, on peut également y accéder pour pouvoir faire un petit diagnostic beaucoup plus rapide et beaucoup plus succinct et qui donne quelques lignes directives pour pouvoir améliorer la qualité de l'air intérieur.
Donc là, je passe à la démonstration en direct. Donc, sur cet outil, donc via QAI.fr, on a tout d'abord d'entrée des documents ressources. Sans même se connecter, on a des documents ressources qui permettent d'avoir une visibilité sur la réglementation, la généralité sur la qualité de l'air, sur les moyens de s'agir sur le bâtiment, euh, sur les mesures qui doivent être mises en place. Donc, si on les déroule assez rapidement, on voit qu'il y a les guides d'accompagnement du CSTB qui ont été établis par le CSTB en 2023 pour l'application de la surveillance de la qualité de l'intérieur et la mesure de l'indice de confinement. Les guides d'accompagnement pour la mise en œuvre de la surveillance réglementaire. Voilà, le protocole de mesure du CO2, les différents arrêtés qui ont été mis à jour, comme je disais, en décembre 2022, avec le guide du CEREMA. Pour tout ce qui est réglementation, donc il y a également quelques généralités sur la qualité de l'air, enfin sur les polluants en tout cas, donc le benzène, formaldéhyde notamment, qui sont réglementés, les composés organiques volatiles et le guide de pollution de l'intérieur qui a été émis par le ministère de la Santé. Donc, l'ensemble des documents qui sont présents sur cette plateforme sont issus du ministère de la Santé, des ATMO, donc les ATMO, des observatoires régionaux de surveillance de la qualité de l'air comme les nôtres, mais pas que. On a également donc, tout ce qui est guide du CEREMA, voilà, avec des fiches techniques pour pouvoir euh, se retrouver hein, sur les différentes thématiques sur lesquelles on peut être concerné. Les politiques d'achat sur les différents guides, on parlait des matériaux de motricité et mobilier. Voilà, donc on a quelques ressources qui sont quand même accessibles sans même être connectées et qui permettent d'avoir une vision assez large du prérequis pour pouvoir aborder la thématique de l'air intérieur au sein des établissements qui reçoivent du public. Ensuite, donc, quand on revient sur la partie DIAC QAI, voilà, je pense que c'est visible plus, plus visible. On a une partie qui est à destination des établissements qui reçoivent du public, donc que ce soit le gérant ou l'exploitant, peut répondre en quelques minutes au questionnaire. Donc, on peut voir ensemble, hein, tout simplement. Donc, on a la possibilité de savoir si on a déjà mis en place un protocole d'aération dans notre établissement. Dans le cas où ça a été fait, on pourra répondre oui. Donc, c'est un bon début. Si on met non, donc on va nous inviter à le réaliser. Si, par exemple, avez-vous déjà mis en place des actions en faveur de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement? Oui, donc on maintient cette politique et sinon, dans ce cas-là, on invite à agir assez rapidement pour améliorer la qualité de l'air de l'établissement. Et donc, on demande forcément si on est quel type d'établissement qui est concerné. Et donc, du coup, bien sûr, donc on rappelle les mesures réglementaires de polluants atmosphériques. Euh, et donc, dans le cadre de notre webinaire, donc, ce sera le cas. Et nous sommes donc invités à me réaliser certaines mesures, comme la mesure directe du CO2 qui est plutôt pédagogique dans le cadre de diagnostic rapide, à distinguer d'une mesure de CO2 réalisée en mesure complémentaire. La mesure complémentaire du CO2 qui est beaucoup plus longue et qui se réalise sur plusieurs semaines dans l'année diffère de la mesure du diagnostic CO2 qui se fait en lecture directe pendant 2 heures une fois dans l'année. Et donc là, on est invité donc, à créer un compte.
Et donc, ce compte, donc on va le faire ensemble, hein, c'est assez, seuls les astérix sont obligatoires. Donc, si on met ici, une école, ce n'est pas obligatoire. Le type de compte, donc dans le cas des ERP, on le spécifie. Alors, il est important de renseigner la région, c'est-à-dire que nous, Observatoire de sciences de la qualité de l'air, administrateurs régionaux de la plateforme DIAQAI, nous avons aussi une visibilité sur les établissements qui décident de mettre en œuvre la réglementation via DIAQAI et nous pouvons, dans ce cas-là, aider à la mise en application de la réglementation. Donc, je rappelle que cet outil est gratuit. Donc, en acceptant d'utiliser cette plateforme, on peut l'utiliser gratuitement dans la mesure où il s'agit du respect de la réglementation au sein des établissements qui reçoivent du public et qu'il n'y ait aucune utilisation commerciale qui en est faite. Donc, on s'enregistre. Ah, oui, je l'ai pas mis. Ah, attends. Ouais. Donc, qu'est-ce qui manque? Rapide, je l'ai mis, bon, ben, on recommence. Voilà. Une fois qu'on a créé son compte, on arrive directement sur le tableau de bord. Avant de passer au tableau de bord, je souhaite quand même parler des supports qui sont présents. Donc, la notice d'utilisation de DIAQAI, la synthèse de réglementation, il y a des fiches pour la mesure CO2, également des fiches pour pouvoir noter les concentrations qu'on aura relevées. Voilà, donc on a quelques fiches qui peuvent être utilisées pour faciliter la compréhension de la réglementation. Donc, la plateforme se présente ainsi. On a tout d'abord un tableau de bord avec les établissements et que nous pouvons renseigner. On a la possibilité aussi de partager l'établissement à un exploitant ou un superviseur d'établissement et l'ensemble des plans d'action qui auront été réalisés seront retrouvés ici. Donc là, on a un établissement, enfin, là, ce sera nos établissements, les établissements partagés, les documents, donc les autodiagnostics qu'on aura générés se retrouveront ici. Les évaluations des moyens d'aération seront également retrouvées ici, ainsi que les plans d'action. Et tous les documents, l'ensemble des documents, c'est un peu redondant, mais classés différemment, se retrouvent également ici. Donc, on pourra, par exemple, voir comment on crée un établissement. Donc, là, c'est très simple, hein. Il faut savoir que l'ensemble des questions auxquelles vous devrez répondre sont en accord avec la réglementation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez cet outil, vous répondez à la réglementation concernant les moyens d'aération et l'autodiagnostic pour les établissements recevant du public. Donc, si je crée un établissement qui s'appelle crèche. Là,
toutes les informations. Donc voilà, je ne vais pas forcément tout répondre, mais voilà, on a une liste d'informations qui doivent être remplies au préalable pour pouvoir répondre aux questions. Donc là, on peut revenir, hein. Les établissements sont modifiables, on peut y revenir. Donc, ah oui, la commune, je reviens sur ce que je disais, la commune est importante pour pouvoir affecter à la région. Donc, on a la crèche Guader qui est ici. Et à partir du moment où on clique sur cet établissement, on a à droite, en bleu, les onglets qui correspondent au plan d'action qui sera généré après avoir répondu au questionnaire de l'autodiagnostic et de l'évaluation des moyens d'aération. Donc, si on regarde l'onglet, la rubrique relative à l'autodiagnostic, là, on rappelle un peu la construction de l'outil. Donc, vous verrez sur la gauche chacune des thématiques chacune des thématiques sont détaillées sur la gauche. En gros, pour vous dire, donc, le nombre de questions restant à répondre est mis à jour automatiquement. Donc, c'est-à-dire que, pour que ce soit plus visuel, quand vous avez répondu et que l'ensemble des questions, l'ensemble des champs sont remplis, le champ de l'établissement passe en vert. Si on passe sur la partie environnement, il y a 19 questions qui doivent être renseignées obligatoirement. Et tant que ces questions ne sont pas renseignées, on ne peut pas passer au vert. Et c'est ainsi pour chacune de ces rubriques. Donc, si, par exemple, l'activité des polluants, on est à proximité d'un axe routier, donc par exemple à Petit-Bourg, si on a la route nationale 1, on va répondre oui, avec les forts taux d'embouteillage, donc on pourra dire oui. Donc, on aura des recommandations en fonction des réponses qui seront données qu'on pourra consulter ici. Donc là, par exemple, à proximité d'un axe routier, on aura la mesure du benzène qui sera recommandée. Les couleurs que vous verrez ici seront en fonction de l'importance de la recommandation. Donc là, on peut revenir au diagnostic et répondre à l'ensemble de ces questions. Donc là, on évoque les différentes sources de pollution. Donc, l'axe routier, le parking, les gares, les industries, du bois, la pétrochimie, la combustion. Donc, on n'est pas trop concerné, sauf si effectivement on a certaines écoles qui sont au niveau de la zone industrielle de Jarry. La proximité aux stations-service. Voilà, donc il y a différentes thématiques qui sont abordées. On peut ensuite passer à la conception du bâtiment. En fonction de l'année de construction, on peut avoir différentes problématiques, notamment l'amiante, et donc certaines recommandations qui peuvent être faites en fonction de l'année du bâtiment. On aborde aussi la disposition, l'aménagement des pièces en fonction de si on a souhaité mettre du parquet, du lino ou tout simplement du carrelage. Et en fonction, on répondra à l'ensemble de ces questions. Donc, je passe rapidement pour vous montrer un peu chacune des rubriques et on verra un dossier qui sera déjà finalisé de manière à ce qu'on puisse avancer. Alors, on n'est pas très concerné par le chauffage. Par contre, pour la partie climatisation, il sera important d'y répondre en détaillant s'il s'agit d'une activation manuelle ou une activation en fonction de la température. Pourquoi? On revient au phénomène de condensation qu'on retrouve régulièrement et qui s'accompagne de développement de moisissures et de bactéries et qui sont diffusées par la suite dans les différentes pièces. On arrive également à la partie aération et ventilation pour les bâtiments. L'évaluation annuelle obligatoire des moyens d'aération de tous les bâtiments a-t-elle été effectuée? Donc, si oui, on répond. Et dans ce cas-là, on est sur une bonne démarche. Sinon, on aura une recommandation pour mettre en œuvre cette démarche. Pour la mesure du CO2, alors, on va dire oui.
les résultats d'évaluation des moyens d'établissement ont-ils été affichés? Donc, on a aussi une obligation d'affichage. Donc, il existe des supports pour permettre d'afficher les résultats qui sont disponibles dans la rubrique ressources, ce qui permet de gagner un peu de temps sur la mise en œuvre de l'affichage et également sur le circuit d'information qui doit être respecté. Oui. Y a-t-il des plans? Donc voilà, on peut passer assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment chacune des politiques achats. Tant que l'ensemble des rubriques n'est pas renseigné, il n'est pas possible de valider cet autodiagnostic. Donc, on revient sur l'autodiagnostic. Voilà. Pardon, l'évaluation des moyens d'aération, j'ai dit autodiagnostic, mais c'est plutôt l'évaluation des moyens d'aération. Et ah oui, donc pardon, mes établissements. Donc voilà. Et pour l'évaluation des moyens d'aération, nous avons les différentes fiches qui sont proposées pour pouvoir comprendre les actions requises et les actions qui doivent être mises en place. Donc, on reprend l'identité de l'établissement, donc à compléter en fonction des informations qui seront préparées au préalable. Et on arrive directement à la partie d'évaluation, donc des moyens d'aération ou de ventilation si elles existent. Et donc, généralement, donc en Guadeloupe, on a souvent des persiennes quand on n'est pas en milieu climatisé. Donc, je pense notamment au CDI ou aux espaces climatisés, aux salles informatiques qui généralement sont clos. Et donc, on peut aussi avoir, on considère les grilles d'aération haute et basse dans les moyens d'aération. Pas forcément, sinon on aura des recommandations. Voilà. Donc là, en fonction de la réglementation, il est possible de renseigner au maximum 20 pièces qui peuvent être évaluées. C'est-à-dire que si on est dans un établissement qui a 6 pièces, toutes les pièces doivent être évaluées. Si l'établissement a plus de 6 pièces, on peut établir un échantillon représentatif dans la limite de 20 échantillons, de 20 pièces, pardon. Donc si je mets 6, automatiquement, on a des pièces qui sont incrémentées avec l'effectif qu'on peut remplir. Je sais pas. Et pour chacune des pièces qui auront été choisies, là, il faudra répondre à la question aux questions relatives à l'évaluation des ouvrants, donc savoir si ces ouvrants sont présents, s'ils sont en état de fonctionnement, s'ils sont accessibles. Il arrive que parfois on puisse se retrouver avec des ouvrants qui soient cachés derrière une porte, cachés derrière une armoire, et donc fonctionnels, mais pas accessibles, donc pas du tout, opérationnels. On peut aussi avoir des ouvrants qui puissent être manœuvrables ou difficilement manœuvrables. Et en fonction de ces réponses, on aura un score qui permettra d'établir un ensemble de recommandations. L'examen des bouches d'aération, il est visuel. Il peut être fait avec un mouchoir pour voir effectivement si elles sont en état de fonctionnement. Par exemple, on peut mettre 6.
On peut voir, renseigner l'état de fonctionnement de ces bouches d'aération, encrassées ou obstruées. 0, encrassé, 3. Des observations. Et depuis cet été, on a une mise à jour de notre DIAQAI qui permet d'évaluer les mesures de CO2 pendant ces 2 heures et de renseigner. Je pense qu'il y a un bug. Normalement, on a la possibilité de remplir les mesures qui ont été, en tout cas les valeurs remarquables qui ont pu être relevées. Donc, je vais prendre l'établissement qui a déjà été finalisé. Pour vous montrer, pardon, comment on peut se partager un établissement, comment un exploitant peut montrer aux gestionnaires les diagnostics, présenter le bilan des diagnostics et évaluation des moyens d'aération qui ont été réalisés. Donc là, c'était pour vous montrer ce qui peut être fait en termes et comment on le réalise. Et là, je vais passer sur un autre profil. Un autre profil pour vous montrer comment, à quoi ressemble, une fois que tout a été réalisé, les recommandations et les plans d'action. Donc, tout à l'heure, on a créé un établissement. Là, pour la démonstration, donc j'ai créé une école de Petit Paris, par exemple, à Basse-Terre, donc pour laquelle on a finalisé donc l'évaluation des moyens d'aération. L'autodiagnostic, pardon, l'autodiagnostic avec l'ensemble des questions qui est réalisé. Une fois que c'est fini, donc on a ce fichier qui est disponible et exportable en PDF par la suite. Voilà, donc en PDF imprimable. Et les recommandations qui sont disponibles en fonction des réponses qui ont été renseignées. Donc là, par exemple, en rouge, on a l'évaluation des moyens d'aération et la mesure en lecture directe du CO2 qui doivent être mises en place. Donc, ces actions sont proposées et c'est au gestionnaire ou à l'exploitant d'établissement de choisir les actions qu'il mettra en place en fonction de la temporalité de ces dernières. Pour l'évaluation des moyens d'aération, voilà, on a le récapitulatif. Et donc, comme je disais, donc, dans la saisie des données, on a la possibilité de remplir les concentrations, les valeurs remarquables qu'on a en CO2 et qui vont déclencher certaines actions qu'on verra tout de suite dans les recommandations qu'on peut voir ici. Donc, comment on génère le plan d'action? Donc, le plan d'action qui permet de répondre à la réglementation. Donc, ce plan d'action qui a été généré a été implémenté en sélectionnant les actions prioritaires en fonction de l'établissement. Donc, chacune des actions peuvent être renseignées avec une localisation, un objectif, une description, un responsable de service, une personne responsable de la mise en application de cette action, avec une équipe de suivi, avec une date d'échéance et un pourcentage de réalisation, avec un coût estimé et un commentaire si on le souhaite.
Et donc, on peut ajouter des actions également manuellement, c'est-à-dire que si on voit quelque chose qui n'a pas forcément été relevé dans l'outil d'AQI et qui relève d'une appréciation individuelle, il est possible de rajouter des actions, soit au moyen d'évaluation des moyens d'aération ou de la taux de diagnostic des ERP manuellement. Donc, le choix des actions, il est ici. Et là, on les aura rajoutées. Je ne me trompe pas. Ah non, voilà, c'est ça. Je vais déjà rajouter. Voilà, donc là, ça a été rajouté. Je les avais retirés, là, je les ai rajoutés. Voilà. Et donc, cet établissement, qui est l'école de Petit Paris, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de partager l'ensemble des actions à une personne en lui envoyant ce lien qui va être, qui peut être ouvert uniquement si effectivement on a déjà un compte. Par exemple, si je reprends le compte précédent qu'on a créé ensemble, je peux ajouter donc l'école de Petit Paris à mon compte Lucie Mantin. Et donc, je vais retrouver cet établissement dans les établissements partagés, en plus de l'établissement qu'on aura créé ensemble aujourd'hui. Donc, j'aurai une visibilité sur le diagnostic qui aura été évalué, enfin réalisé, ainsi que sur l'évaluation des moyens d'aération pour cet établissement, même si je ne l'ai pas réalisé parce qu'il m'a été partagé. Donc, si je reviens sur l'établissement qui est finalisé, peu importe, je peux rester aussi. On a alors, les établissements partagés, voilà. Tous les documents sont disponibles. Dans mes documents, on retrouve la crèche avec les recommandations qui seront disponibles une fois que les questions auront été entièrement renseignées. Les réponses aux questions auront été entièrement renseignées. On a également l'évaluation des moyens d'aération qui sera également disponible et le plan d'action qui sera disponible quand on aura choisi les actions qu'on souhaite mettre en place. C'est possible de le voir pour un établissement qui est déjà finalisé. Parce que là, on parle de nos documents. Et là, pour tous les documents, on a l'école de Petit Paris où on a la version, comme je disais, le questionnaire visible, la version PDF et les recommandations qui sont disponibles. Pareil pour les moyens d'aération et le plan d'action. Je pense avoir passé en revue l'ensemble des fonctionnalités de ZQAI avec vous. Donc, je pense que là, on peut passer aux questions s'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou s'il y a des choses, des précisions que vous souhaitez avoir. C'est le moment pour pouvoir échanger sur cette plateforme qui, je le rappelle, est gratuite et disponible sur l'ensemble du département et l'ensemble du territoire national.
Merci à tous pour votre attention. Est-ce que, il y a des questions, des remarques? Besoin de précision? Est-ce qu'on a encore des personnes avec nous? Oui, alors je vois une question dans le chat. Ouais, il y avait une Alors, question effectivement tout à l'heure qui est remontée lorsque tu parlais du radon. En 2000, l'ARS avait participé à une campagne de recherche de radon par dosimètre placé dans les logements. Depuis, y a-t-il eu de nouvelles campagnes de recherche? Là, pas à ma connaissance. Je n'ai pas eu connaissance de nouvelles campagnes à ce niveau. Les Monsieur micros sont Fleureau qui est activés. en train d'écrire. Si vous voulez bien, si vous avez une possibilité, je vous invite à interagir, Vous pouvez réactiver vos micros, vocalement. normalement. Oui, monsieur Fleureau, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend très bien. Oui. Alors, j'ai bien noté que c'est pour les ERP. Mince, L'exemple j'ai fait. a été pris d'une crèche et au début de la présentation, il y avait encore les enfants. Alors, je voulais savoir si on peut utiliser librement l'application pour un ERP tel qu'un conseil régional, un hôtel de région ou autre bâtiment d'une collectivité, même s'il ne reçoit pas que des enfants. Alors, la réglementation, alors je vais vous lister l'ensemble des établissements concernés par cette réglementation. Donc, les établissements qui sont déjà entrés dans le dispositif, donc les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc les crèches, les haltes de garderie, les jardins d'enfants, les relais d'assistance maternelle, les logements privés d'assistance maternelle, les accueils de loisirs, extrascolaires et périscolaires, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle du premier et second degré, donc les écoles élémentaires, maternelles, collèges et lycées. La région n'est pas dans ce périmètre. En 2025, on intégrera les structures sociales et médico-sociales, certains établissements de services médicaux, sociaux, les établissements pénitentiaires également, et réservés spécialisés pour les mineurs, les quartiers de mineurs. Mais en dehors de ce périmètre d'action, Diacuaï n'est pas fait pour ce type d'établissement. OK, Voilà. merci. En fait, si vous voulez, cet outil permet de gérer aux gestionnaires de ce type d'établissement, de mettre en place soit à leur niveau ou soit au niveau des exploitants des établissements cet outil, tout simplement. À voir, après, c'est une organisation à voir. Est-ce que c'est plutôt l'exploitant de l'établissement qui peut-être peut se saisir de cet outil, ou est-ce que c'est le gestionnaire de l'outil qui peut s'en saisir pour ces établissements? Donc, c'est une réflexion à avoir pour pouvoir décliner cet outil. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez un outil pour les autres établissements? Est-ce qu'il existe? Alors, Parce que développé par dans des... le cadre, Oui. je veux dire, dans le code du travail aussi, l'employeur a certaines Mhm. obligations au niveau de la qualité de l'air aussi. Donc, je Mhm. voulais savoir si il y a Alors, une solution. d'autres outils développés par les ASCA dans ce cadre-là, non. Par contre, comme je vous disais, donc cet outil, ZQAI, qui a été développé par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, répond à la réglementation relative aux établissements qui reçoivent du public vulnérable. D'accord. Voilà, donc toutes les questions que nous avons pu voir, alors je vais le remettre peut-être.
Toute DAC-QAI permet de répondre à cette partie-là de la réglementation, à l'évaluation des moyens d'aération annuels. D'accord. Et la mesure à lecture directe du CO2. Donc, je distingue bien de la mesure presque en continu quand on a des travaux sur le bâtiment. Donc, DAC-QAI, c'est vraiment pour répondre réglementairement à cette partie-là de la réglementation, donc l'autodiagnostic et l'évaluation des moyens d'aération. Les mesures qui sont évoquées à ce niveau doivent être, elles, réalisées par un organisme accrédité. D'accord. Voilà. Merci. Merci pour votre question. On a une autre question qui est arrivée dans le chat. L'autodiagnostic est-il réalisé de manière régulière dans le temps et sur quelle régularité? Alors, il y a un problème de micro. Est-ce qu'on a peut-être... Ah non, on n'a pas de micro. D'accord, j'ai compris. L'autodiagnostic Oui, est-il réalisé de manière régulière dans le temps et sur quelle régularité? L'autodiagnostic, alors je l'ai remis, est tous les 4 ans. La régularité, la temporalité, c'est tous les 4 ans. Après, si vous voulez le réaliser de manière plus fréquente, vous pouvez. C'est une manière de sensibiliser le personnel, mais pas que, enfin l'ensemble des différents acteurs. J'espère avoir répondu à votre question. C'est tous les 4 ans. OK. Merci pour votre question. Oui, monsieur Paul Frances, de l'ARS. Et madame, faut que je mette Madame, ma pardon. caméra, si Excusez-moi. vous allez me voir. Désolée, je suis sur le côté. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une limite d'établissement qu'on peut rajouter pour une commune, par exemple, qui s'occuperait d'école maternelle, par exemple, est-ce qu'il y a une limite dans le nombre d'établissements possibles? Pas à ma connaissance. Nous sommes une région où le nombre d'établissements est, on va dire, moins important que, par exemple, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de mémoire, ils arrivent à intégrer l'ensemble de leurs écoles. Donc, à notre niveau, je ne pense pas qu'on puisse être limité en nombre. D'accord, ok. Ok, merci. Merci pour votre question. Après, pour la mise en œuvre de la réglementation, Guader est bien sûr peut accompagner les collectivités et gestionnaires d'établissements pour l'utilisation de cet outil. Parce que c'est vrai qu'il regroupe beaucoup de choses et peut-être la prise en main initiale peut paraître un peu délicate. Donc, pour la prise en main, on peut accompagner pour ensuite une utilisation en toute autonomie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou suggestions? Eh ben, écoutez, si a priori personne ne se manifeste, Céline, on va pouvoir clôturer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors votre avis nous intéresse sur ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous faire des retours
sur au mail qui vous a été envoyé concernant tout simplement vos remarques et suggestions. Voilà. Donc, nous vous remercions déjà de votre présence et pour les interactions qui ont été menées. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et pour rappel, la présentation de cet outil s'inscrivait pour nous dans le cadre de la JNQA, donc c'est la Journée nationale de la qualité de l'air qui avait lieu lundi et qui s'étend un peu pour nous puisqu'on a mené un certain nombre d'actions tout au long de la semaine auprès de différents publics. Voilà, on clôturait la semaine avec ce webinaire, donc on était ravis de pouvoir vous présenter cet outil. On espère que vous en ferez bon usage, qu'il vous sera utile. D'accord, merci. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir.